Bonsoir à tous et bienvenue à la Nuit des idées, ici, à Toronto. Je suis Laetitia Delemare et je suis la directrice culturelle de l'Alliance française de Toronto. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une très belle discussion avec l'autrice Kim Thuy et l'auteur Clément Balloux. Mais avant de commencer, je voulais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés, ici, à l'Alliance française de Toronto, appartiennent aux terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Haudenosaunee, des Anishinaabe, des Mississaugas de la rivière Credit et de la nation Métis. Sans transition, je voudrais vous présenter nos invités. Kim Thuy, vous êtes autrice d'origine canadienne. Vous avez écrit 7 livres, dont votre dernier ouvrage intitulé M, qui est paru en novembre 2020. Vos ouvrages ont reçu un véritable succès, à l'image de Rue, qui a été traduit dans de nombreuses langues et qui a reçu beaucoup de prix littéraires. Clément Balloux, vous êtes auteur de bandes dessinées et illustrateur d'origine vietnamienne. Vous avez écrit de nombreuses bandes dessinées et pour n'en citer que quelques-unes, Un automne à Hanoï, votre série Mémoire de Viet Kieu et le dernier ouvrage sorti en octobre 2020, Les engagés de Nouvelle-Calédonie. Vous avez été lauréat de prix, notamment au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, je vous remercie tous les deux d'être présents aujourd'hui pour cette discussion. Dans le cadre de la Nuit des idées 2021, nous sommes interrogés sur la notion de proche et plus précisément sur la notion de rapprochement et peut-être de transmission de son héritage culturel à travers son œuvre littéraire et artistique. Vous puisiez tous les deux une grande inspiration dans vos origines vietnamiennes. Ce pays prend une part importante dans vos écrits personnels. Alors, est-ce que vous diriez qu'écrire sur le Vietnam vous a permis de vous rapprocher de ce pays et peut-être de le retrouver ou de le découvrir? Moi, c'est sûr qu'il y a eu un rapprochement avec la culture vietnamienne. J'ai eu la chance d'y retourner. Donc, pendant 3 ans, j'ai habité le Vietnam. Donc, ça m'a permis de refaire connaissance, mais en même temps, pas en profondeur. La profondeur est venue avec l'écriture, avec la recherche, et aujourd'hui avec la lecture, ne serait-ce que j'ai pu lire seulement les deux albums de Clément, et hier vraiment ça m'a hanté, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que je ne connaissais pas du tout cette page de l'histoire du Vietnam? Alors, merci Clément déjà. Alors, pour ma part et pour répondre à ta question, Laetitia, déjà, moi je suis né en France. Hein, je suis un petit Français biberonné à la ritournelle de liberté, égalité, fraternité. Et j'ai envie de dire que je n'ai découvert que sur le tard mes origines vietnamiennes, parce que pour moi, mon père, donc qui est vietnamien, était juste mon père, quoi. Je me ne posais pas d'autres questions que cela. Et c'est par la suite, quand j'ai commencé mes études d'art et des voyages aussi au Vietnam, donc où j'ai découvert le Vietnam, hein, puisque je l'avais jamais vu. On est allé dans les années 90 à la réouverture du pays, des frontières. Là, j'ai découvert le Vietnam, et puis c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, je suis retourné une fois étudiant, donc quand je faisais des études aux Beaux-Arts d'Angoulême, et ma sensibilité a été vraiment frappée à ce moment-là par le fait que je retrouvais des choses dans ce pays qui m'étaient étrangers, des choses qui m'étaient intimes. Et c'est ce qu'on appelle la culture, en fait. C'est l'héritage culturel par la famille. Et je me rendais compte que c'était pas juste ma famille, c'était quelque chose qui était propre au pays. Et puis à partir de là, ça a commencé à me questionner. M'amuser aussi, parce que c'est un pays très très joyeux, très coloré, très vivant. Et puis j'ai commencé à me poser des questions, et à poser des questions donc à mes proches, hein, ma famille en premier lieu, et puis les amis de la famille, et puis les gens qui pouvaient un peu m'aiguiller. Et c'est vrai que sans m'en rendre compte, je suis tombé dans une espèce de quête
du passé, des fantômes, de ce qui avait pu se passer avant. Alors des fantômes, pas dans le sens forcément des gens qui étaient disparus, hein, bien qu'une partie de ma famille voilà, n'ait pas survécu à la guerre, mais aussi les fantômes de la jeunesse de mon père, par exemple, la jeunesse de mes oncles et tantes. Donc j'ai commencé à chercher. Puis, alors, est-ce que c'est une passion ou une obsession? C'est un peu les deux, je dirais. Et c'est vrai que depuis 2006, où j'ai commencé ce travail en bande dessinée, à raconter des histoires de proches ou de gens moins proches, mais qui ont des points communs avec finalement ma propre histoire familiale. C'est vrai que ça m'a rapproché du pays de plus en plus. Et puis alors j'y suis retourné, et je suis plus retourné comme au début en touriste un peu naïf, qui se dit ah bon bah tiens, ça c'est le pays d'où viennent mes ancêtres, mais je suis retourné avec cette volonté de comprendre toujours un peu plus. Donc voilà, au fil des voyages, je me suis approprié, ou du moins j'ai tenté de m'approprier une partie de cette culture que je sentais être là, mais qui m'échappait, hein, comme beaucoup de gens déracinés, et ce qu'on appelle les secondes générations, leurs enfants, il y a quelque chose qu'ils ont hérité, mais qui leur échappe en même temps. Donc c'est quelque chose d'assez troublant et obsédant si on y pense, hein. Certains préfèrent ne pas y penser, parce que c'est pas du tout un problème, mais il se trouve que dans mon cas, voilà, c'est cette tension, ce rapprochement, éloignement, comme on l'évoquait tout à l'heure, en off, ça me donne une meilleure connaissance effectivement du pays et de son histoire. Et alors, bon, alors juste pour conclure sur cette question, je me suis rendu compte en fréquentant des Vietnamiens de mon âge, plus ou moins, donc des vrais Vietnamiens du Vietnam, que eux-mêmes ne connaissaient pas cette histoire, car l'histoire l'histoire officielle au Vietnam a été réécrite. Les vainqueurs ont réécrit l'histoire, un petit peu comme dans 1984, vous savez, il y a un ministère qui réécrit ce qui s'est passé avant, donc une histoire émouvante, changeante, très, voilà, très, comment dire, orientée par une certaine propagande. Alors, je fais pas un procès, mais toujours est-il que le résultat est qu'aujourd'hui, des gens de mon âge du Vietnam ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays, et il me semble, moi, en étant à l'extérieur, en saisir mieux certains aspects, en tout cas. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Non, mais c'est vrai parce que j'ai eu la chance de rencontrer en fait une soldate qui a fait la guerre et tout ça, qui était à l'intérieur. Elle était là dans la résistance dans la période française, pendant la période française et par la suite la période américaine. Et elle a dit justement, elle était documentariste, mais des choses aussi simples que d'exprimer que son vêtement commençait à se déchirer. Elle a utilisé le mot déchirer, et sa collègue qui était plus senior a dit non, mais tu ne peux pas utiliser ce mot, qui était un mot très critique envers les leaders qui c'est comme si tu disais que le gouvernement ne s'occupait pas de toi. Donc il faut dire plutôt que ton vêtement fleurit. Ne serait-ce que ça. Hein? Donc, on peut imaginer les livres d'histoire, comment ils ont été, ou sinon l'histoire, comment elle a été embellie, peut-être, oui. Ou sinon dite différemment, ou sinon il y a peut-être beaucoup d'écriture aussi, mais du côté français ou du côté américain, mais du côté vietnamien, je crois que, par exemple, juste la page des Boat People n'existe pas dans les livres d'histoire vietnamiens. Et elle n'existe pas non plus dans les livres d'histoire en France ou ailleurs dans le monde, en fait, ou aux États-Unis. Donc, oui, il y a plein de pages comme ça. Donc, le livre Les Engagés, je lisais ça et je me dis, mais heureusement qu'il y a quand même un peu de documentation, et maintenant avec toi, Clément, qui a retracé un peu l'histoire, je me dis, mais la prochaine génération, si ce livre-là n'existait pas, si tes livres n'existaient pas, et d'autres, on n'aurait pas, on n'aurait pas ce qui s'était passé. Et en écrivant mon dernier roman, j'ai fait un chapitre sur les coulis
parce qu'au Vietnam, on appelle les ouvriers les coulis et tout ça, un mot qu'on n'utilise pas du tout ici au Québec. Et donc, et en vietnamien, c'est écrit C-U-L-I, alors que je ne savais pas qu'en français, ça s'écrivait avec C-O-O-L-I-E. Et c'est en cherchant sur le mot coulis que c'est là où je rejoins un peu le livre Les Engagés avec les Indochinois qui étaient envoyés un peu partout dans la colonisation française pour travailler. Et ouais, donc c'est fascinant. Donc il faut aller presque chercher des petits bouts d'histoire et la période américaine aussi. Je suis en train encore de découvrir plein d'opérations où il y avait un nom, mais qu'on entendait très peu. Il y a une opération qui s'appelle Opération Phoenix, où on utilisait les Vietnamiens locaux pour aller casser la structure de la résistance communiste. Mais voilà, c'était secret, quoi. C'était opéré par la CIA et tout ça. Et donc, quand on est sur place, on n'entendait pas du tout ce genre d'informations. Et donc, c'est beaucoup plus tard, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard que je découvre. Et donc, oui, il y a quelque chose de fascinant. Des fantômes, oui, ou sinon, je dirais, dans mon cas, je regarde ça presque comme un coffre au trésor. De dire, on a tout ça en nous, dans notre ADN, où il y a eu une transmission presque génétique de l'histoire du Vietnam que je ne connaissais pas. Et quand on a le luxe de l'écriture, c'est-à-dire de s'asseoir et de faire des recherches, on creuse et puis on est capable de savoir que peut-être il y a quelque chose à faire avec le mot coulis, quoi. Alors qu'au départ, je connaissais que le mot, mais sans toute l'histoire qui venait avec le mot. Alors j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire sur le luxe de l'écriture dans ton cas et le luxe du dessin dans mon cas. C'est un luxe justement que mes parents, la génération de mes parents n'a pas eu puisqu'ils étaient donc fraîchement arrivés du Vietnam, alors en France, en Amérique, au Canada, en Australie, pour généraliser un peu le propos. Et donc leur seule préoccupation, c'était de survivre en tant que nouveau arrivant dans un pays. Il fallait se préoccuper des choses les plus basiques comme se nourrir, se loger et puis fonder une famille. Et donc alors effectivement ça s'est fait, la vie a repris ses droits. Et si je disais tout à l'heure que j'étais naïf par rapport à cette histoire que je connaissais pas, que je comprenais pas, c'est aussi parce que mes aînés, on va dire, n'ont pas eu le temps en fait de me dire ce qui s'était passé, n'ont pas eu forcément l'occasion d'en parler et c'est que donc une fois jeune adulte que j'ai pu commencer à m'en saisir et parce que j'avais justement ce luxe, ce temps pour me préoccuper de choses du passé, alors que la génération, encore une fois, des parents étaient occupés à vraiment à nous nourrir, nous les enfants, alors que nous là, en étant dans des situations plus confortables, on a pu choisir nos filières d'études sans craindre de renversement du pouvoir, sans craindre la guerre ou des balles perdues. Donc dans cette espèce de confort matériel, il y a cette préoccupation là qui est venue, et c'est vrai que ça aussi, pour être tout à fait honnête, ça a donné du sens aussi, parce que beaucoup de mes camarades à l'époque, en tout cas quand j'étais jeune, étaient en recherche de sens, et c'est vrai que le fait de se pencher sur cette partie de l'histoire, donc un peu occulté, comme tu disais, Kim, qui est l'histoire finalement de ceux qui passent entre les gouttes, ceux qui sont ni les gagnants, ni vraiment les nations perdantes, qui sont ceux qui sont les civils un peu oubliés dans des bateaux, dans des camps, puis après dans des quartiers qu'il est bon de repeupler, aussi bien en France qu'en Amérique, j'imagine. Quand il y a cette espèce de trou et qu'on se rend compte qu'il y a
quelque chose à combler et qu'on a le luxe de pouvoir le faire par des mots, par des dessins, je pense que il est normal ou naturel de vouloir en profiter. Et ce que tu as dit sur mes bouquins était très gentil, Kim, ça me touche beaucoup. Je pense que toi, moi et d'autres écrivains d'à peu près nos générations, notre tranche d'âge sont en train de faire ce travail de comblement, d'oubli de l'histoire. Donc je vois il y a des auteurs de bande dessinée, des auteurs de romans, auteurs-autrices, hein, bien entendu, qui commencent à produire des choses, et j'ai l'impression que cette littérature diasporique vietnamienne, hein, pour utiliser des mots un peu compliqués, elle est en train de fleurir, pour reprendre aussi tes mots, hein, elle est en train de fleurir en ce moment, et c'est quelque chose qui moi m'encourage justement à continuer. Je me sens moins seul et j'ai l'impression du coup d'être moins inutile. Sinon, un livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre là dans cet océan de cette profusion de produits culturels là, mais si on est plusieurs, s'il y a plusieurs livres, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'on pourra contrebalancer par exemple la production hollywoodienne américaine qui nous a donné sa version de la guerre américaine pendant de longues années. Alors je dis pas qu'elle est mauvaise, c'est leur version, c'est une vision qu'ils ont, mais il y a toute une partie des acteurs, des véritables acteurs impliqués qui sont ignorés, qui ne sont pas représentés et qui ne sont que des figurants au mieux. Voilà, alors c'est gentil de les mettre en figurants, hein, mais c'est dommage de n'avoir finalement qu'un angle de vue. Donc j'espère que des gens comme toi et moi contribuons à offrir une autre perspective. Oui, un peu comme Chimamanda, l'autrice américaine, a écrit, hein, c'est le danger d'une seule voix ou d'un seul point de vue. Le point de vue américain ou le point de vue français ne sont pas mauvais. Ce sont les points de vue qui sont propres à ces cultures-là, à ces côtés-là. Mais ne serait-ce que juste le nom de la guerre au Vietnam, on ne parle pas de guerre du Vietnam. On parle de la guerre américaine, parce que à l'intérieur du Vietnam, on ne pouvait pas appeler cette guerre-là la guerre vietnamienne. C'est la guerre américaine, mais du côté des Américains, évidemment, c'était la guerre du Vietnam. Et ne serait-ce que ça, ne serait-ce que juste le nom de la guerre, on voit déjà les deux points de vue. Et donc, je crois que c'est qu'on soit noyé au milieu de centaines, de milliers, de millions de livres, je crois que ce n'est pas grave. Il faut le faire quand même parce que c'est la voix de chacun, a une voix ou une vue, un point de vue unique. Et je crois qu'on apporte quelque chose, à l'histoire des humains, tout simplement. Donc, il faut écrire, ne serait-ce que pour ça. On est quand même plusieurs milliards. Donc, les millions de livres, représentent quand même un petit pourcentage de l'histoire de tous les humains. Et je crois que oui, évidemment, il y a eu des drames, mais en même temps, de regarder toute la résilience, quand je vis les engagés, je me dis, mais les Vietnamiens sont arrivés là en tant qu'ouvriers je sais pas s'ils étaient vraiment ouvriers, je crois que c'était des sous-ouvriers, et réussir quand même à se relever, à fonder des familles, à devenir des entrepreneurs, à avoir des métiers et tout ça. Je me dis, comment ils ont fait? Et pourtant, ça s'est fait, et c'est là où je parle pas des Vietnamiens, mais la résilience humaine, comment on réussit toujours à se relever malgré tout. Oui, alors c'est justement ça qui est aussi très frappant, très touchant. Alors dans ton récit, dans M par exemple, on voit les épreuves que subissent les personnages sont terribles, et pourtant la vie continue. Et dans ton écriture aussi, on sent que la vie continue. C'est-à-dire que ton écriture
n'accable pas les personnages. Dans beaucoup d'autres auteurs auraient pu, face de tels événements, la perte des parents, les massacres, la cruauté humaine la plus violente possible. Face à ça, ton écriture semble amener les personnages à continuer, hein, comme si finalement, au lieu de les accabler en disant il t'arrive ça, cher personnage de mots, de lettres, de papier, c'est comme si ton écriture portait cette résilience en elle, en disant allez, on continue, il faut laisser la vie se développer, il faut que la vie trouve son chemin par tous les moyens, malgré toutes ces séquences. C'est des séquences très dures. Les séquences auxquelles tu fais référence dans M, je les connais puisque ce sont des faits historiques. Oui. Ce sont des rappels historiques en fait. Hein. Ton livre est très, il y a un côté très pédagogique, hein, pour ceux qui voudraient s'intéresser à l'histoire complexe du Vietnam, hein, parce qu'on l'a déjà évoqué, ça implique au moins 3 continents, hein, l'Europe avec la France, le Vietnam, en Asie bien sûr, et puis l'Amérique, les États-Unis. Donc dans cette complexité là, quand même, on voit quand même une certaine aussi, je trouve, une certaine âme vietnamienne qui se fait jour et qui est celle de alors plus que de la résilience, j'ai l'impression que c'est la capacité à regarder en avant sans oublier ce qui s'est passé avant, quoi. Et tu sais, la vie, c'est ça qui est extraordinaire quand j'ai regardé les dessins, et que il y a une planche où tu as dessiné le rouleau, tu vois, et mais à travers tous les continents, toutes les années et tout ça, le rouleau est resté le même. Du Vietnam jusqu'au un peu là où il y a des Vietnamiens, il y a des rouleaux, quoi. Et je me souviens, mon oncle qui est allé au Sénégal la première fois, il est revenu et il a dit mais il a rencontré des Vietnamiennes, des dames d'un certain âge qui parlaient vietnamien, et il était très surpris parce qu'avant d'y aller, il ne connaissait pas l'histoire des Vietnamiennes, comment les Vietnamiens sont arrivés au Sénégal. Donc il était un peu surpris par cette présence, et de dire mais tu sais, les rouleaux goûtaient exactement comme au Vietnam. Donc quelque part la culture a traversé les océans, a traversé le temps et les générations. Et il y a quelque chose de... Justement hier, on en a mangé à la maison, les goi cua, et mon fils qui est né ici, qui est j'allais dire moitié vietnamien de mon côté, mais en même temps, je crois pas qu'il est moitié, parce que il vit dans un environnement québécois, canadien. Il parle français, il parle tout ce qu'il sait en vietnamien, ce sont les mots pour la nourriture, parce que il aime beaucoup. Mais un bon début. Oui. Et là, il m'a dit maman, je pourrais manger les rouleaux pour le déjeuner tous les jours, si tu veux. Et je dis non, mais c'est n'importe quoi. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'il y a eu réellement transmission, parce qu'il ne disait pas, alors que les sandwichs, non. Il préfère, selon lui, il serait capable de manger des rouleaux tous les jours, mais pas des sandwichs tous les jours, quoi. Et là, je dis peut-être que j'ai réussi à transmettre quelque chose quand même du Vietnam en lui. Et donc, peut-être finalement qu'il est moitié. Qu'il est moitié. Alors, justement, j'en profite parce que là, tu parles d'une pleine page, donc un grand dessin, où normalement, dans une BD, on aurait un beau paysage ou une très jolie fille ou quelque chose d'impressionnant. Moi, sur cette grande page, j'ai dessiné quelqu'un qui prépare donc des rouleaux de printemps. Dans d'autres bandes dessinées, dans Little Saigon, par exemple, qui se passe aux États-Unis, donc qui parle de la diaspora vietnamienne aux États-Unis. Dans les Little Saigon, il y en a plusieurs, hein, des quartiers vietnamiens appelés Little Saigon. Il y en a
à Orange County, il y en a à Charleston, il y en a à la Nouvelle-Orléans. Mon enquête, donc j'étais sur place et aux États-Unis, donc je cherchais à rencontrer des gens qui puissent me raconter leur histoire, pourquoi, comment ils étaient partis, quel avait été leur destin. Et souvent le point de rendez-vous, le point de départ même de mes histoires, ça a été des restaurants, parce que c'était là finalement que je réussissais à trouver des gens et à nouer contact. Et ensuite, c'est dans ces restaurants vietnamiens qu'on se retrouvait. Et donc, dans ce livre, Little Saigon, il y a aussi il y a plusieurs pages consacrées à la soupe pho. Et il y a aussi des plans sur des gens, des mains en train de cuisiner. Et je pense que c'est quelque chose, comme pour ton fils, je me retrouve un peu là dans ce que tu racontes. C'est quelque chose qui m'a lié à la culture vietnamienne très naturellement, très simplement, sans que je m'en rende compte. C'est d'avoir goûté la nourriture vietnamienne depuis tout petit, d'y être habitué, et que ça a toujours été une de mes préférées aussi, sans me poser de questions. C'était vraiment les plats vietnamiens que j'affectionnais quand mes parents me demandaient ce que je voulais manger. Et finalement, c'est un premier un premier lien, une première ficelle sur laquelle on peut tirer. Et puis, Premier rapprochement. Et ça l'est toujours, parce que même maintenant, comme je le disais, je l'utilise dans ma représentation du quotidien des personnes soit de la diaspora, soit au Vietnam, pour montrer le quotidien. Je montre les gens en train de cuisiner, en train de manger, parce que ce sont les nourritures et les gestes que je connais depuis toujours. Je les ai toujours vus faire. Donc j'aime utiliser ça. Et puis en plus ça me motive après, ça me donne faim, ça me donne envie de cuisiner. Mais c'est vrai que c'est des liens tout simples qu'on pourrait penser un peu trivial. Mais finalement, si on réfléchit, comme les gens qui sont partis. Alors on pense aux boat people, mais il n'y a pas que les boat people. Il y a eu des vagues de migration du Vietnam depuis les années 1950, avec la fin de l'Indochine française. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont partis du Vietnam. La plupart sont partis sans rien, la grande majorité, ou avec très peu. Ils ont dû tout laisser derrière eux. Ça c'est aussi une réalité. Donc ils arrivent dans des pays d'accueil, et qu'est-ce qu'ils ont pour se rappeler leur pays? Ils n'ont pas une belle maison, ils n'ont pas les habitudes qu'ils avaient au pays. Par contre, ils ont le savoir-faire, et le savoir-faire qui est commun à la plupart, c'est la cuisine, justement. C'est la fameuse cuisine. Donc la cuisine, c'est quelque chose qu'on a, une fois qu'on l'a acquis, on sait le refaire n'importe où, avec plus ou moins les mêmes ingrédients. On les adapte, en fait. Comme les pêcheurs vietnamiens en Louisiane, justement. Je crois pas qu'aux États-Unis, on mange des crevettes séchées. Mais eux, tout de suite, quand ils sont arrivés, ils ont séché les crevettes pour retrouver justement ce goût vietnamien, tu vois, et ce sont les meilleurs, Clément. C'est presque meilleur qu'au Vietnam. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'en goûter, mais mes parents, quand ils sont allés, ils ont rencontré un des producteurs. Et c'est magique. Et je crois qu'il y a aussi la sauce de poisson qui est tellement particulière. Une fois qu'on a goûté à la sauce de poisson, on est pris, quoi. On peut plus s'en défaire. C'est un goût qui est irremplaçable, peut-être. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je me demandais si vous diriez qu'en se rapprochant de sa culture d'origine, on en apprend davantage sur la culture du pays dans lequel on vit. Et donc cela pose la question de la proximité entre les pays et les cultures, et comment appréhender finalement son héritage culturel. Alors en fait, je pense qu'il faut voir la question. Enfin, moi je le vois de manière un peu plus cruelle. C'est-à-dire que s'il y a déplacement, il y a déchirement, il y a perte, il y a handicap. Je pense que le côté double culture, finalement, c'est un travail, c'est un effort. C'est-à-dire que le côté quelle chance d'avoir deux cultures, c'est du boulot, c'est de la sueur. Parce que sinon c'est juste être ne pas être en phase. Donc ça, je pense que
pour la génération de mes parents, ça a été le cas. Ils ont bien compris qu'il fallait faire des efforts pour pouvoir adopter la culture du pays qui accueille, et que il y a des tensions, il y a des conflits, donc c'est pas facile. Et à force de s'accaparer, de prendre tous les éléments, enfin, d'une culture, parfois on peut aussi se perdre dans cette culture. Beaucoup font ça. En France, il y a beaucoup d'immigrés. Je parle pas que des Vietnamiens qui à un moment veulent être plus français que les Français. Et ça c'est se perdre, s'éloigner encore plus. Et puis après, dans l'autre sens, il y a aussi le fait de vouloir rester vietnamien en France, mais c'est complètement illusoire. Une fois qu'on est en France, que nos enfants grandissent ici, ils sont français. Alors bon, dans votre cas, canadien, mais donc il y a une espèce d'équilibre, à trouver, et ça se fait pas tout seul. C'est pas quelque chose qui, en fait, c'est comme la chance. En fait, la chance, on la provoque, on fait en sorte quand elle passe de s'y agripper. Donc le côté double culture, je pense c'est aussi les deux faces de la médaille, hein. C'est-à-dire que ça peut être une chance. Ça peut nous enrichir, on peut en savoir beaucoup d'un pays et beaucoup d'un autre, avoir ce double regard, hein, un peu un peu, je crois que c'était Voltaire qui théorisait ça. On prend un point de vue différent pour observer là où on vit, l'œil extérieur. Donc c'est tout ça, effectivement, c'est possible si on en a conscience, si la société autour de nous aussi nous y encourage et nous dit que c'est une chance. Et vous le voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements politiques qui nous disent que la double culture, c'est à éviter. Il faut une culture, celle du pays. Enfin, vous voyez, je parle des extrémismes qui refusent la multiculturalité. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Je pense que pour certains, c'est dur, c'est difficile à vivre, à accepter, à régler, hein, une question de réglage. Et puis après, il y a des gens qui ont une autre approche, qui ont envie qui sont curieux peut-être, et qui ont la chance, le luxe aussi d'avoir le temps de cette curiosité, de ces recherches. Et c'est sûr que c'est intéressant comme ça de pouvoir passer d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est sûr que c'est très enthousiasmant, motivant. Ça crée une très belle dynamique, un très beau mouvement de l'esprit. Mais ça peut aussi on peut aussi se retrouver rapidement en porte-à-faux. Vous voyez, le revers de la médaille n'est jamais loin, quoi. Et j'espère, on revient sur la question des livres, le fait de l'écrire, le fait de pouvoir confier ses sentiments, ses pensées par rapport à toutes ces questions, ça peut aussi en guider certains, ou du moins leur donner matière à réflexion, même s'ils ne sont pas d'accord, mais au moins ça fait avancer les choses. C'est mieux, je pense. Alors bon, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien, mais dans le champ politique, beaucoup de propositions sont très directives. Hein, ça doit être comme ça ou comme si. Quand on est dans le monde de la littérature, quand on crée des livres, on se garde d'être aussi catégorique, hein, en général. Le Canada, étant donné qu'il n'a jamais été impliqué dans l'histoire du Vietnam, ou sinon seulement de loin, c'est-à-dire en tant qu'arbitre durant les accords de Genève, je dirais que c'est un pays qui nous donne la liberté d'être multiples. Et du coup, on ne se sent jamais... c'est sûr, personnellement, il y a eu des périodes déjà où je voulais être plus canadienne que canadienne parce que je venais d'arriver, je voulais adopter. Donc, même dans mon nom, j'ai tronqué mon nom pour qu'on n'entende pas le son vietnamien dans mon nom pendant très longtemps. Mais ce n'était pas imposé par le pays.
c'était imposé par moi-même, en fait, dans la quête d'identité. Et étrangement, c'était à Grenoble, en discussion avec un journaliste, que j'ai compris que je n'étais pas entre deux cultures, que je n'étais pas dans la craque, que j'étais pas assise entre deux chaises, mais que j'étais assise sur deux chaises. Parce qu'il disait que l'identité d'une personne n'est pas géographique, mais culturelle. Et si on sent pas qu'on possède une culture, mais qu'on aime une culture, si on l'aime assez, ben elle est nôtre. Donc je peux me donner le droit d'être canadienne, anglophone ou francophone, ou les deux, et vietnamienne en même temps, même si j'ai une connaissance très imparfaite des trois cultures. Hein. Et là, il m'a donné la réponse, quoi. Il suffit d'aimer. Et à partir de là, et le titre, par exemple, si je n'avais pas la culture, quand on parle de comparaison et comment une culture enrichit l'autre, c'est que le mot aime, E-M en vietnamien, probablement que je n'aurais jamais porté attention à ce mot-là. Mais parce que phonétiquement, c'est le même son que le mot aime à l'impératif en français. Et donc, j'ai comparé les deux et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et donc, quand j'ai appelé le dernier, quand j'ai donné le titre aime, en fait, je voulais dire à tout le monde, aimons-nous, aime, il faut aimer, mais vraiment à l'impératif. Et je me dis, et aussi, en pensant à ce mot-là, je me dis, mais pourquoi le français a seulement le verbe aimer, alors qu'en vietnamien, il y a tellement de déclinaisons pour le mot aimer, quoi. Donc, c'est là où on voit qu'une culture apporte énormément à une autre quand on a la chance d'en avoir deux. Et je crois que la beauté de la diversité, l'exemple que je donne souvent, c'est le poisson rouge. Comment en français on l'appelle le poisson rouge, mais en anglais on l'appelle le goldfish, hein, la couleur gold, or. Et alors que les Vietnamiens appellent ce même poisson le poisson chinois. Et là je disais, les Vietnamiens sont allés chercher l'origine du poisson pour le décrire. Et là, je suis allée vraiment, je ne sais pas si c'est scientifique ou pas, mais je suis allée regarder le poisson. Et je me dis que quand je regardais le poisson de la tête vers la queue, ce côté-là de l'écaille est rouge. Mais si on regarde le poisson de la queue vers la tête, l'autre côté est plutôt orangé, gold, or. Et c'est ça la beauté des différentes cultures, c'est on ne se tient jamais au même endroit. Et la chance ou le privilège que nous avons, c'est d'avoir plus de culture et dans ce cas-là, on comprend un peu mieux le poisson. On le voit un peu plus dans son entièreté. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été une déchirure. Je n'ai jamais eu à faire le choix. Ça a toujours été un plus d'avoir un nom vietnamien. Même quand j'étais avocate, je crois qu'on m'a recrutée vraiment parce que j'avais ce nom qui venait d'ailleurs. Et le livre aussi, je crois que si j'avais un nom québécois classique, on n'aurait probablement pas ouvert rue. Et donc, la même chose pour le titre rue. Je ne savais pas que rue existait en français. Et si je n'avais pas fait le retour au Vietnam pour creuser un peu mieux la culture, je n'aurais probablement pas non plus vu le côté très poétique du mot rue, de bercer un enfant jusqu'au sommeil, avec un seul son, une seule syllabe. Et donc, dans mon cas, moi, les deux cultures sont vraiment tressées, tissées ensemble. C'est difficile, en fait, de défaire les deux cultures. Je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Alors, le mot proche, vraiment, la première image ou sinon le premier souvenir qui m'est venu en tête, c'était lors d'un voyage au Vietnam. Je pensais que je parlais déjà très bien vietnamien, que je suis vietnamienne et tout ça. Et quand
l'infirmière qui traitait mon copain d'alors, qui a eu une opération au bras, m'a dit, bon, alors après l'opération, il ne faut pas que tu sois proche de ton copain. Et je lui ai demandé littéralement la distance. Est-ce que c'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est quoi? Il fallait éviter les bactéries, la contamination. Et elle dit non, il faut pas que tu sois proche. Et elle a dû répéter plusieurs fois pour que je comprenne finalement que ça voulait dire pas de relation sexuelle. Et par la suite, j'ai entendu ce mot un peu partout dans la famille et les docteurs qui nous, parce que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres docteurs, d'autres femmes et tout ça, qui utilisaient toujours cette expression de dire, est-ce que tu as été proche de ton mari? Et c'était la première image qui m'est venue en tête. Enfin, c'est amusant parce que là, on s'entend très bien, hein, on a l'impression d'être en face les uns des autres, mais on a quand même un océan qui nous sépare. Donc, on est éloignés, mais bon, on est proches grâce à la technologie. Je pense qu'avec Kim, nous sommes proches aussi par une certaine communauté d'esprit, une certaine recherche, et une recherche de gens qui se sont éloignés, justement. Une recherche des histoires des gens donc les Viet Kieu, la diaspora vietnamienne, qui est partie du Vietnam et qui ressent cet éloignement en permanence, et en même temps que ce pays est toujours là, nous habite, donc est toujours proche. Donc c'est dans ces espèces d'écarts, de ce paradoxe entre le lointain et le proche qu'en tout cas moi je travaille, que se fait l'étincelle de ma création, et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de points communs avec ce que faisait Kim. Merci infiniment Kim Thuy et Clément Balou pour cette très belle conversation. J'espère que vous aussi, ça vous a plu, le thème proche et cette discussion entre les deux auteurs. Mais pour finir, nous voulions vous inviter dans l'univers respectif de Kim Thuy et Clément Balou. C'est pourquoi nous allons vous laisser avec un extrait audio du livre de Kim Thuy intitulé M, ainsi que Clément Balou qui dessinera en même temps pour vous présenter son univers artistique. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai été ravie de présenter cette conversation. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les conversations de la Nuit des Idées sur la chaîne YouTube. Et en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne nuit des idées. L'or blanc coule des saignées pratiquées sur les EVA. Pendant des siècles, les Mayas, les Aztèques, les peuples d'Amazonie ont recueilli ce liquide pour en faire des chaussures, des tissus imperméables et des ballons. Quand les explorateurs européens ont découvert cette matière, ils s'en sont servis d'abord pour fabriquer des bandes élastiques pour tenir leurs jarretières. À l'aube du 20e siècle, la demande augmentait au rythme fulgurant de la multiplication des automobiles qui transformaient le paysage. Le besoin a ensuite été si important et si impérieux qu'il a fallu produire du latex synthétique, matériau qui répond à 70% de nos besoins actuels. Malgré tous les efforts faits en laboratoire, seul le latex pur, dont le nom signifie les larmes, Ka, de l'arbre, Ochu, peut supporter l'accélération, la pression et l'amplitude thermique que subissent les pneus d'avion et les joints de navettes spatiales. Plus l'humain réussit à accélérer sa cadence, plus il exige un latex produit naturellement, à la vitesse de la rotation de la Terre autour du Soleil, au gré des éclipses lunaires. Grâce à son élasticité, à sa résistance et à son imperméabilité, le latex naturel enveloppe nos extrémités telle une seconde peau afin de nous protéger des séquelles du désir. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et l'année suivante, le taux des infections contractées sexuellement par les troupes était passé de moins de 4% à plus de 75%, ce qui devait conduire ultérieurement, durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand a donné la priorité à la fabrication des condoms afin de protéger les soldats alors que sévissait une pénurie aiguë de caoutchouc. Certes, les balles tuent, mais peut-être que le désir aussi. Alexandre était rompu à la discipline qu'il fallait imposer à ses 6000 coulis vietnamiens en haillons. Ses ouvriers savaient mieux que lui comment planter la hachette dans le tronc des EVA à 45 degrés par rapport à la verticale pour faire suinter les premières larmes.
Ils étaient plus rapides que lui à installer les bols en coquilles de noix de coco destinés à recueillir les gouttes de latex qui s'amassaient dans le coin inférieur de la blessure. Alexandre dépendait de leur ténacité, alors qu'il savait que ses employés profitaient de la nuit pour chuchoter entre eux et s'accorder sur les moyens de se rebeller, d'abord contre la France, contre lui ensuite, et contre les États-Unis à travers lui. Le jour, il devait négocier avec l'armée américaine le nombre d'arbres à abattre pour laisser passer les camions, les jeeps, les chars d'assaut en échange d'une protection contre les bombes et l'épandage des défoliants. Les coulis savaient que les EVA valaient plus que leur vie. Alors ils se cachaient sous la généreuse canopée formée par les arbres encore indemnes, qu'ils soient employés, rebelles ou les deux. L'angoisse qu'avait Alexandre de se réveiller une nuit devant le spectacle de sa plantation incendiée était dissimulée dans son costume en lin écru. Il maîtrisait sa peur de se faire assassiner pendant son sommeil en s'entourant de serviteurs et de jeunes femmes, ses congailles. Les jours où le cours du caoutchouc faisait un nouveau creux ou que les camions transportant des balles de caoutchouc étaient pris dans les embuscades sur la route vers le port, Alexandre sillonnait les rangées d'arbres à la recherche d'une main aux doigts fins qui pourrait dénouer son poing, d'une langue docile qui pourrait débloquer ses dents serrées, d'un entrejambe étroit qui pourrait contenir sa rage. S'ils étaient illettrés et ne savaient pas rêver au voyage au-delà des frontières du Vietnam, la plupart des coulis avaient compris que le caoutchouc synthétique gagnait du terrain ailleurs dans le monde. Ils ressentaient les mêmes craintes qu'Alexandre, ce qui incitait nombre d'entre eux à quitter la plantation et à dessiner un nouveau parcours dans les villes, dans ces grands centres où la présence des Américains, bientôt des dizaines de milliers d'Américains, créait de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de vivre et de mourir. Certains se réinventeraient en vendeurs de jambon spam, de lunettes de soleil ou de grenades. Ceux qui étaient en mesure de saisir rapidement la musicalité de la langue anglaise deviendraient interprètes. Quant aux plus audacieux, ils choisiraient de disparaître dans les tunnels creusés sous les pieds des soldats américains. Ils mourraient en nageant double, entre deux lignes de tir ou à 4 mètres sous terre, déchiquetés par les bombes ou rongés par les larves qui s'incrustaient sous leur peau. Le jour où Alexandre a réalisé que les épandages d'agents orange sur les forêts avoisinantes avaient empoisonné le quart des arbres de sa plantation et que son contremaître avait été égorgé dans son sommeil par un commando de la résistance communiste, il a hurlé. Il s'est défoulé sur Maille, qui se trouvait sur son chemin, celui entre la colère et le découragement.